L'idée de ce projet est partie d'une envie commune, celle de faire rencontrer nos deux publics. Plusieurs générations les séparent. Les seniors sont les témoins du passé, et nous avions à cœur de pouvoir les mettre en lumière. Leur histoire, leur vie, et notamment une période importante dans l'histoire de notre pays, dans son identité. Transmettre pour ne pas oublier. Les jeunes abordent cette période dans les manuels scolaires, mais aujourd'hui, en préparant cette interview, à travers ce questionnaire, nul doute que les jeunes porteront un autre regard sur cette période tragique. La période que nous allons aborder est la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Copineau est un des rares à pouvoir en témoigner. Il a connu l'exode et tout ce que cela implique. Monsieur Copineau Raymond Marcelin est né le 2 mars 1931 à Jussy-le-Chaudrier dans le Cher. D'une fratrie de 6 enfants, il est le seul survivant. Son grand-père, monsieur Bateman, était juif. Il a dû prendre le nom de famille de son épouse pour pouvoir travailler dans le commerce. Selon les propos de monsieur Copineau, une enseigne avec un nom juif, ce n'était pas bon pour les affaires. De cette union est né le papa de monsieur Copineau, Moïse Copineau. Monsieur Copineau raconte être allé à l'école jusqu'à l'âge de 9 ans. En 1940, il a dû précipitamment quitter avec sa maman, ses frères et sa sœur son village pour être caché dans la forêt avec des maquisards. La vie de monsieur Copineau est faite d'un nombre incalculable d'anecdotes, de faits réels de notre histoire. Nous avons rencontré monsieur Copineau à 2 reprises. La première fois à la crèche, chez lui, où il nous a fait part d'un nombre incalculable d'anecdotes. La deuxième fois, à Quartier Libre, à Saint-Mexan-l'École, où nous lui avons présenté les questions des jeunes, à laquelle il a bien voulu répondre. Enfin, il faut reprendre peut-être ici. Là. Oui. Bon, lisez. J'ai su aussi que les policiers investissaient la maison où ils tendaient une souricière pour tenter de m'y capturer. Mais ils l'ont pas pris, grâce à nous. Ils y séjournaient On jour a et fait nuit. barrage dans le couloir, en jouant à la marelle, enfin bon, tout ça. Et puis les 2 manteaux de cuir, eh ben lui, il s'était échappé dans la cour. Seule ma petite sœur Janine était autorisée Ben, c'est elle, à Janine. sortir pour aller aux commissions tout en étant accompagnée de 2 policiers. En armes. Et c'est pas mis, mais ils avaient des armes. Ils n'avaient pas le droit, la famille, de sortir de chez eux. Ils habitaient 3 maisons plus loin que la nôtre. Et elle était accompagnée par 2 soldats, mais en armes. Le fusil, voilà. Elle, parce qu'elle avait 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas combien à l'époque, parce qu'on avait une bonne différence d'âge. Ouais, ben c'est comme ça. Et vous, monsieur Copineau, vous savez, vous m'aviez raconté que vous avez dû fuir avec votre maman et vos frères et sœurs. Ah Mon Vous Dieu. aviez 9 ans quand vous avez quitté l'école, Voilà. hein, et Ouais. vous avez été pendant plusieurs années caché dans un bois. Ah ben, c'est les maquis qui nous protégeaient. Ouais. Mais ma mère, elle leur rendait service parce qu'elle assistait au parachutage. Parce que les parachutages, il y avait ça, c'est qu'il y avait 2 petits maquis qui étaient moitié en ville, moitié dehors de la ville. Mhm. Donc, ils n'ont pas fait grand-chose, mais c'est eux qui ont eu les honneurs. Parce que c'était politisé, bien sûr, en dernier. Donc, c'était les maquis FFI, gaullistes. Et puis les FTPF, ils étaient plutôt de gauche. Sans être communistes, bien sûr. Mais ils étaient de gauche, les FTPF. Francs-tireurs partisans, ça veut dire. Français, FTPF. Les francs-tireurs, ils se situaient à gauche. Même il y en avait donc qui étaient d'aucune obédience dedans. Il y en avait qui étaient comme moi, qui n'étaient d'aucun parti. Mais enfin, c'était quand même conçu comme gauche, les maquis. Ben, c'est eux qui ont fait le plus grand boulot. Hein. Mais au début, ils n'avaient pas beaucoup de parachutage. Les Anglais, enfin de Gaulle, ils faisaient la différence. Ils envoyaient plutôt qu'il y avait des maquis FFI, qui étaient reliés à Londres. Tandis que les maquis FTPF, au début, ben Londres, ils les ignoraient un peu. Donc ils n'avaient pas beaucoup de parachutage. Après, ça a été... il y en a même de trop, les parachutes. Voilà. Bon, enfin, c'était comme ça. Et moi, ce qui m'a marqué dans votre histoire, c'est quand vous me disiez que pendant plusieurs années, vous avez été obligé de vous cacher Ah oui. et que vous dormiez des fois à même le sol dans la forêt. Ah, sans drap, sans rien du tout, sur la terre. Et puis si ça avait plu, ben la terre était mouillée. Mais on dormait quand même. Et que des fois, vous n'aviez pas à manger pendant plusieurs jours aussi. 2 jours et demi plus qu'on a été. Qu'est-ce qui expliquait le fait que vous dormiez en forêt, tout ça? Il n'y avait vraiment aucun moyen de... Ben on était traqués. Ah oui, sans arrêt.
il y avait des mouchardages, il y avait des bons Français. Ah oui. Ouais. Oui. Ouais. Il y en a toujours. Il y a toujours des... la libération, on a fait un peu de dégâts, quoi. Et ça, c'était à cause de vos origines juives, hein? Oh non, il y en avait d'autres, hein. Il y en avait d'autres qui étaient ni juifs, ni chrétiens, ni catholiques, ni protestants, ni rien du tout. Mais ils étaient traqués parce qu'ils avaient fait ci, ils avaient fait ça en faveur du maquis. Ah oui, peut-être parce que votre papa, il était dans le maquis et qu'il avait voulu... Mon papa n'a jamais été dans le maquis, lui, puisqu'il s'est fait tuer en 40. Oui, Il n'y avait pas de maquis en 40. Les maquis se sont constitués au moins 1 ou 2 ans après, oui, au moins en 41-42, oui. les maquis. Ah oui, oui, oui. Ça a été un moment, chacun il prenait ses marques, mais... Ah non, 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 mon père il s'est fait tuer quand on s'est sauvé, à l'Exode, qu'on s'est sauvé sur les routes. Nous, on avait peut-être un quart d'heure d'avance, de différence, entre que le pont a sauté, il refoulait les gens, les réfugiés qui venaient du nord, des Belges, du nord, du Pas-de-Calais, tout ça, il y en avait de partout. Il refoulait les gens pour pouvoir allumer les mèches. Alors donc, il fallait qu'il refoule les gens pour que l'explosion ait lieu. Eh ben oui, pour pas que les gens restent tous les bons. Enfin, c'est les artificiers en herbe qui se sont fait tuer. Oui, c'est là que votre papa s'est fait tuer. Avec son compagnon, Ouais. le père Bonneau. Ouais. Un père de famille aussi, le père Bonneau. Ouais. Oui, oui, oui. Ah non, en 40, mon père, il n'a jamais été au maquis. Hein. Non, non, non. Ma mère, oui, elle a œuvré pour le maquis. Elle s'occupait des parachutages, Oui, principalement. Avec moi. oui. Parce que après, bon, les années passant, 41-42, après mon frère, ils ont mis la main dessus. Et puis il a envoyé 2 ans à Dachau, jusqu'à la libération. Quoi. Ah oui. Ah ben oui, mon frère aîné. Ben, moi, ma carte de visite, c'est comme ça. Hein. Je suis orphelin de guerre. Je suis pupille de la nation de l'État, on appelait du temps de Pétain. Bon, c'était pupille de l'État. Et puis, je suis frère de déporté, donc mon frère Moïse, il était déporté 2 ans à Dachau, et puis beau-frère de fusillé. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, la carte de visite, elle est bien remplie, hein, je pense. Donc, voilà. Oui, parce que quand mon frère il s'est fait prendre, là, ils étaient 3. Ouais. Les 2 frères, il y avait André, que les filles, pour s'amuser, l'appelaient Charmant, et puis il y avait son plus vieux frère, mon beau-frère, quoi. Et ben, lui, il a payé pour les autres. Là ils les ont envoyés, mon frère et puis son frère au fusillé, à René, et Bourrier, avec un Z, et ils les ont envoyés en Allemagne. Mais lui, Charmant, il n'était pas dans le même wagon que mon frère. Il a réussi à s'évader, lui. Du wagon. Mais pas mon frère. Mon frère, il était 2 ans à Dachau. Puis il est revenu un squelette. Ouais. D'ailleurs, il n'est pas mort vieux. Donc, il avait fait des expériences et trucs. Et puis, voilà, c'est passé comme ça. Là, oh, ma mère, elle s'est bien défendue. Hein. Ça, ma mère, elle devait être médaillée. Elle est morte. Donc, ils ont tellement tardé à y donner la médaille qu'elle est morte. Et Elle est morte en quelle année? Je ne pourrais pas dire. Ouais. 2, 3 ans, 2 ans après la libération. Ok. Voilà. Ouais. Donc vous avez été orphelin très tôt? Parce que quand votre maman est décédée, vous aviez quel âge? J'avais 16 ans, peut-être. Ouais. Ouais. Je me débrouillais. Hein. Je travaillais déjà. Hein. J'ai commencé à travailler à 14 ans, quoi. Ouais. Oui. Oh oui. Non, je voulais pas être une charge pour ma mère. Donc je suis parti travailler. Donc ça faisait une bouche de moi à nourrir. Et puis, ça l'a bien aidé. Vous savez, c'était des périodes troublées. Et puis tout le monde agissait pas pareil. Hein. Si tout le monde avait agi dans le bon sens, ou pas agir du tout, s'ils avaient peur ou n'importe, ils ne bougeaient pas, mais il y avait des mouchardages, il y avait ceci, il y avait cela. Vous savez, quand vous voyez, vous êtes réduit à 175 grammes de pain
Puis après, qu'on vous descend à 150 grammes et que vous finissez à 125 grammes de pain par jour. Rendez-vous compte que ce que c'est qu'un gamin qui a besoin de 13-14 ans, il a besoin de... il mange beaucoup, plus que je mange habituellement, bien sûr. Après, j'ai fondu là. Mais il n'y avait rien. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y avait rien. Ouais, bah oui. Alors, il y a une autre anecdote aussi sur laquelle je voudrais revenir avec vous et je pense qui est très importante. Vous nous avez dit avec Jordan, avec beaucoup d'émotion, que quand vous êtes retourné dans la Nièvre, vous avez voulu vous recueillir sur les tombes, ouais. les tombes, et 19 qui sont. Voilà, sur les 19 Tombes. civils. Puis de l'air de haut, comme ça. Voilà, et vous nous aviez exprimé, quand on était venu vous voir avec Jordan, que ça vous avait énormément blessé au plus profond de vous-même, qu'on puisse laisser à l'abandon des tombes pour des gens qui se sont battus aujourd'hui pour notre liberté. Et il y a mon beau-frère, Ouais. René Bourrier, il y a son nom, il y a tout. Là, oui. Puis il y a une statue d'un résistant en grandeur naturelle. Puis il y a une stèle, quoi, tout. Hein. Bon, il y a le carré, mais de l'herbe, 60 cm, si c'est pas 80. Donc c'est une honte, ça, quand même. Bon, avant, il y a une maison avec un étage. Il y avait le père Boursier, je me rappelle son nom, vous voyez, et il entretenait le cimetière. Bon, c'est facile à entretenir. La Loire est pas loin, il y a du sable. C'est que du sable. Donc dans du sable, il ne pousse pas d'herbe. Mais enfin, lui, il a passé son râteau. Il avait fait un râteau lui-même avec des planches, un grand râteau pour les grandes allées, un plus petit pour les petites allées, et puis il traînait ça, et puis c'était fait. Puis après, son fils, il l'a fait, puis après, il y a eu un trou. Moi, je suis parti au cirque. Bon, j'ai été quelques années plus aller. Ouais. Il y a eu un trou, quoi. Puis après, j'y suis retourné, bien sûr, mais j'ai vu qu'il y avait eu un changement. Donc, il n'y avait plus de ménage, il y avait plus, la maison n'était pas habitée, les volets fermés. Le plus triste de toute la guerre, ce qui m'a fait le plus mal au cœur, je vais vous le raconter tout de suite, parce qu'après je vais y abandonner, c'est parce que quand ils avaient pris des résistants, qui étaient plus ou moins en ville, parce qu'il y en avait qui, pour voir les mouvements, qui travaillaient à la SNCF, puis ils donnaient des indications quand il y avait des trains de permissionnaires allemands, ou qu'il y avait des troupes, ou n'importe, voilà. Donc ils donnaient des indications, ils travaillaient à la SNCF, les gars, bon, ils employaient plus d'ouvriers que maintenant, bien sûr. Alors, ils travaillaient en ville, et puis, ils en avaient capturé 4 ou 5, peut-être 6, je sais pas. Ils les promenaient ils allaient pour les fusiller, bien sûr, mais ils les promenaient en ville, dans un camion bâché, avec un soldat avec la mitraillette à la main, pas un fusil, une mitraillette à la main, au cul du camion, puis il y avait les 5-6 gars qui étaient sur les banquettes, qui étaient en long, les banquettes en long, les camions, puis il les promenait en ville, puis ces pauvres gars, ils pleuraient, quoi. Ils savaient qu'ils allaient être fusillés. Là, ça m'a marqué. Ça, c'était dégueulasse de faire ça. Ça, c'était dégoûtant. Ça, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ma fille à ce sujet-là. Elle aurait voulu que le mur... Elle disait que c'était bien que le mur de Berlin, il saute. Moi, j'ai dit on aurait dû le garder encore 4-5 ans. Parce que les jeunes qui avaient 14-15 ans, j'ai jamais vu si fanatiques que ce gamin-là. Après, ils ont eu 1 ou 2 ans de plus. C'était des jeunes gens. Mais ils étaient fanatiques comme c'est pas possible. Moi, j'y étais en Allemagne avec mon frère. Je vous garantis que ils avaient encore un fond de fanatisme. Non, mais ce qui m'a fait mal au cœur, c'est, j'en reviens à ça, je suis embêtant, mais c'est d'avoir vu ce camion promener ces pauvres malheureux qu'ils allaient être fusillés, puis les voir pleurer. Ça, c'est triste. Ça en allait à la mort.
vous montrer les questions des ados. Oui. J'espère que ce sera assez fort, vous me dites. On vous les répétera si... Bonjour Monsieur Copino, je m'appelle Lodric Saint-Éloi et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a été le plus dur quand vous étiez en forêt. Oh, le plus dur, c'était de pas trop avoir de renseignements sur l'avancée des troupes russes, américaines, etc., etc. De pas savoir les fronts, de pas connaître les fronts ni les renseignements, de pas avoir de radio, de pas savoir où c'est que si les armées alliées, ils avançaient d'un côté et de l'autre. Voilà, ça a été le plus dur pour moi. Pour moi. Est-ce que vous êtes resté en forêt sans avoir aucune info de l'extérieur? Ben, on n'avait pas beaucoup, vous savez. Puis ça se contredisait. Ouais. Oui, vous savez, les maquis, oui, ils en avaient, mais bon. Voilà, c'est D'accord. ça, c'est tout. C'est tout. Alors, on a une autre question. J'étais curieux, moi, je voulais savoir les fronts Ouais. où les fronts russes avançaient. Voilà. Je m'appelle Ilan Marchand. J'ai 14 ans et je voulais vous demander qu'est-ce que vous seriez devenu si la guerre n'avait pas eu lieu? Je pense que je me serais destiné à la mécanique. Voilà. J'aurais été peut-être dans un garage. J'aurais peut-être lavé les voitures au début. Mais après, j'aurais voulu... Bon, ben, un apprentissage de 3 ans, j'aurais peut-être gagné la mécanique. Oui, j'aurais bien aimé être mécano sur les voitures. Voilà. Ok. C'est tout. Une autre question? Oui. On en a encore deux autres. Bonjour Monsieur Copino, je m'appelle Maë Veillon. Ma question est, qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? Ah, le plus fier, bah, c'est d'avoir un peu œuvré avec ma mère pour cacher les parachutages en dernier, quand il n'y avait plus assez de maquisards, puisqu'ils donnaient les coups de pied dans les fesses pour... notre région était un peu libérée, mais ils n'avaient pas franchi le Rhin. Donc, j'étais fier de ma mère et fier de moi de pouvoir participer à faire les camouflages des parachutages pour la distribution. Ma mère s'occupait de la distribution, mais pas moi. Moi, je faisais le camouflage avec une brouette en bois. Ouais, voilà, je suis fier d'avoir fait ça. Ouais. Voilà. On passe à une autre question. Oui. La dernière. Bonjour Monsieur Copino, je m'appelle Héloïse. Que pensez-vous de notre génération et qu'avez-vous à nous dire? Ah, eh bien, je dis bravo. Vous prenez bien le virage, bien le tournant, avec les moyens modernes, avec tout ce qui est d'actualité. Donc, je dis bravo. Voilà. Parce que vous prenez bien le virage. Bon, c'est bien, parce que maintenant, on vivra un autre monde, avec d'autres instruments, d'autres tout ça, mais vous êtes au courant mieux que moi. Bon, mais c'est bien, vous prenez bien le virage. J'ai ma petite fille, moi, je vois rien qu'à elle, je prends modèle, et ben, elle prend bien le virage. Voilà. Oh, c'était des temps troublés, hein, qu'on ne revoit jamais ça. Mais... Jamais. Vous savez, la vie n'est qu'à un fil, des fois. C'est pour ça qu'à la Libération, bon, on l'a fêté, oui et non.
accordéon, il y avait de la musique, mais pour nous, c'était pas comme ça. Est-ce que vous avez des choses à dire, un mot à dire aux gens qui vont vous regarder? Eh ben, je disais, essayez d'élever vos enfants le mieux possible, mais oubliez pas le souvenir des anciens. C'est tout. Raymond, je tiens à vous exprimer ma plus profonde gratitude pour le temps que vous avez consacré à notre interview. Votre témoignage sur votre vie et sur la Deuxième Guerre mondiale a été d'une richesse inestimable. Les histoires que vous avez partagées ne sont pas seulement des souvenirs personnels, mais des fragments précieux de notre histoire collective. Vous avez su avec une grande générosité nous ouvrir une fenêtre sur le passé, nous permettant de mieux comprendre les épreuves et les triomphes de notre génération. Les personnes âgées comme vous sont des gardiens de la mémoire, des sources inépuisables de sagesse et de connaissances. Votre récit nous rappelle l'importance de préserver et de transmettre ces histoires de vie, afin que les générations futures puissent apprendre et grandir à partir de ces expériences. Votre sincérité et votre émotion nous ont beaucoup touchés. Nous sommes honorés d'avoir pu écouter votre histoire et nous espérons que cette interview permettra à d'autres de ressentir la même admiration et le même respect que nous avons pour vous. Encore une fois, merci. Pour votre générosité et votre courage, votre histoire continuera de vivre à travers ceux qui l'ont entendue. Avec toute notre gratitude, Jordan et Monique.